L'appel de l'abbé Pierre, c'est le 1er février 54. Il y a une vraie prise de conscience. Du coup, ça permet, si vous voulez, au gouvernement de faire passer des choses qu'il n'arrivait pas à faire passer. Les parlementaires ne sont plus en capacité de dire « non, ça, on n'en veut pas ». Là, il y a une nécessité de passer à de gros moyens pour une vraie solution au problème. L'État décide d'implanter des grands ensembles dans des régions particulières et particulièrement dans le nord de la Seine, d'une part parce qu'il y a des terrains et aussi parce que les autres municipalités ne veulent pas de ce type d'implantation. En banlieue parisienne, il y en a 36. Et vous avez 28 qui sont implantés en Seine-Saint-Denis. Le concours million, c'est donc abaisser le coût d'un appartement type F3. Les architectes, pour passer dans les prix plafonds, sur le gros œuvre, sur le second œuvre, vont rogner, vont ce qu'ils appellent à l'époque déshabiller le projet. Et ils vont réduire telle ou telle prestation, ils vont réduire sur le confort. On a vu tout de suite, quand on nous a donné le programme, qu'on nous a fixé, qu'on ne pouvait pas faire quelque chose d'une qualité sans qu'il y ait de l'escroc. On a analysé les données du concours, on a regardé les prix, puisqu'on était capable, à l'intérieur même du bureau, d'analyser les prix et de voir ce que l'on pouvait faire d'une façon rationnelle et de qualité. Et on a vu que c'était impossible de le faire dans le prix que l'on nous demandait, avec les exigences que l'on nous donnait. On a dit non, on refuse, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas faire une qualité valable et qui soit rentable pour la collectivité, parce qu'il faut entretenir après. Quand on fait des cochonneries, il faut l'entretenir. Bon, eh bien, ça, on ne voulait pas. On ne voulait pas, puis on ne l'a pas fait. Les architectes étaient complices des entreprises de bâtiments, soutenus d'ailleurs par l'administration qui disait « Vous construisez une usine de préfabrication ici et on va vous faire des programmes HLM tout autour pour amortir. » On faisait les HLM là, pas tellement là où il y avait des besoins, mais là où il y avait une usine de préfabrication à amortir. La Courneuve est exactement le bon exemple, parce que s'ajouter à cette expatriation du logement social pour des raisons de marché foncier, à ce type d'urbanisation pour des raisons industrielles du bâtiment, s'ajoutait une troisième chose, c'était les politiques d'attribution de logements des offices et des sociétés d'HLM. La Courneuve, les 3000, ça appartient à l'office d'HLM de la ville de Paris, qui est aujourd'hui opaque, etc. Bon. Eh bien, il a fait, au moment des rapatriés, des attributions de logements qui étaient pas très sympathiques. Et donc, les HLM, au moment où on résorbait les bidonvilles, sont devenus le réceptacle normal pour des populations difficiles. C'est pas parce qu'elles étaient portugaises ou maghrébines qu'elles étaient difficiles, mais ça contribuait à constituer des ghettos. Et ici, pendant 3 ans, ils ne repartaient pas. Ils étaient coupés de leur famille, on leur racontait des histoires, vous aurez un travail, vous ferez un métier, on vous donnera une formation. Et puis ils arrivaient, il y avait vraiment une formation de pas grand-chose. Et puis ils restaient dans des tout petits postes. Donc pendant 3 ans, ils ne pouvaient pas revenir, ils n'avaient pas de formation vraiment. Ils se sont retrouvés avec ce sentiment de ne pas pouvoir rentrer et de ne pas savoir qui ils étaient ici, de ne pas pouvoir vraiment s'intégrer. Il y a 170 000 Réunionnais qui vont être déplacés, il y a près d'1 million d'Antillais. Vous partez des Antilles et vous arrivez à Orly et il y avait un car qui attendait, s'il y avait 25 personnes ou 30 personnes, il y avait le car qui attendait pour vous emmener directement à Crissy
Donc il n'y avait pas moyen de dire, bon, je reste dans la capitale et puis je vais aller travailler à l'hôpital ou au PTT, même si cette personne était bachelière, il fallait y aller là. Mais tout était préparé. Il y avait quelqu'un, c'est comme quand vous allez en vacances quelque part, si vous prenez une excursion, vous arrivez sur place, vous avez le gars qui vous attend pour vous amener à l'hôtel, il y a le car, il y a tout ça, mais c'était exactement la même chose. Alors vous y allez, et vous, il y avait des gens, des formateurs, ça s'appelait, il y avait des gens qui vous disaient, bon, toi tu veux faire quoi? Ben bon, si on n'avait pas de bac, on n'avait pas de certificat d'études, ou on n'avait pas été à l'école, eh ben, tu vas apprendre à faire le ménage. Il apprenait à faire le ménage, on va l'apprendre à faire ceci et cela. Bon, ils vous formaient pour telle et telle chose. C'était un peu comme le feuilleton Le Prisonnier. Ils étaient vraiment là-dedans. Il fallait respecter, je crois qu'il fallait rester 2 ans. Tant que les 2 ans n'étaient pas finis, on n'était pas libre. Le découpage de la région parisienne, la réorganisation administrative de la région parisienne, c'est une réorganisation qui tient compte d'un certain nombre de critères. Le critère économique, faire une zone industrielle, naturellement. Hein, bon. Le critère social, regrouper des populations qui sont en difficulté, et elles étaient nombreuses, hein, ayant des revenus un petit peu moindres. Et puis en même temps, un critère, disons, politique, à savoir, on ne peut pas se débarrasser des communistes. En conséquence de quoi, on fait un département le plus large possible, englobant le plus de communistes possible. On crée un ghetto. C'est ça qui caractérise la naissance de Seine-Saint-Denis. À la fois l'identité industrielle, l'identité de populations relativement démunies et des populations fortement marquées par la présence communiste. On ne peut pas vraiment sortir de la condition ouvrière, notamment par l'instruction. L'itinéraire type d'un ouvrier, c'est d'aller jusqu'au certificat d'études et puis après d'entrer dans la production. Jusqu'à la fin des années 50. En banlieue nord, il n'y a pas de lycée. Les lycées sont à l'ouest de Paris, à Boulogne, notamment, et à Neuilly. Hein, et puis dans le sud, à Vanves ou à Sceaux. Bon, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège. Donc la seule voie qui se présente, c'est pour un fils d'ouvrier, quoi. Hein, c'est soit d'aller au cours complémentaire, donc de déboucher sur un métier relativement court, hein, de formation courte, hein, soit de prendre le train pour aller dans les lycées parisiens. Vous vous rendez compte un tout petit peu pour un enfant de 10 ans, hein, bon, et il y a donc une sorte d'enfermement du monde ouvrier dans la condition ouvrière. Mais on l'admet cela d'autant mieux que être ouvrier, c'est être noble. Sortir du monde ouvrier, c'est sortir de sa condition, sortir de son milieu, etc. Bref, il y a toute une logique qui s'installe et qui fait qu'on est bien dans son quartier, on est bien dans son monde, on est bien dans l'usine. Voilà. Il y a une sorte d'homogamie qui se produit. Nous avons étudié notre population et nous l'avons classée en 3 grandes catégories. Les analphabètes purs, qui pour nous sont extraordinairement difficilement formables, notamment quand ils atteignent un certain âge. Une personne de 55 ans analphabète, vous ne la formerez pas, ce n'est plus possible. Il y a les personnes qui sont légèrement analphabètes, mais qui connaissent quand même les lettres et les chiffres, pour lesquels effectivement le plan de formation que nous avons prévu dans le plan social va permettre de les former. Et puis vous avez des personnes qui ont une bonne connaissance des chiffres et des lettres, qui eux sont formables.